Les visiteurs sont éblouis par la beauté de cet endroit. Pourtant, c'est le plus froid, le plus venteux et le plus isolé de la planète. Bienvenue en Antarctique! Je vais explorer la péninsule antarctique, une toute petite partie de ce continent plus grand que l'Europe. Je pars de l'île de Coverville, puis direction Paradise Harbor et Port-le-Croix. Ensuite, j'irai voir la station Vernadsky et j'escaladerai le mont Scott avant de remonter vers le nord et la station Palmer. Pour finir, je traverserai le passage de Drake jusqu'au Cap Horn, au Chili. Mon voyage commence au large de l'île de Coverville. Je suis arrivé à bord de l'Académie Klov, un navire russe avec tout le confort nécessaire. Maintenant, ça se corse. J'embarque sur un voilier australien de 18 mètres, le Spirit of Sydney. Bienvenue à bord du Spirit of Sydney. Merci. Je suis accueilli par les deux capitaines, Kat et Darrell. Entre. Pas mal. Par ici, voilà ta couchette. Super, merci. J'ai celle du haut. Voilà ma chambre pour les 2 prochaines semaines. Si tout se passe bien, on peut se mettre debout dans ce bateau? Je dormirai comme ça. La traversée est payante, mais pas question de se la couler douce. Sur un voilier de cette taille, tout le monde met la main à la pâte. Quand on voit une bonne longueur de chaîne se dévider sur un des rouleaux noirs, au bout du bateau, il faut ralentir et faire comme ça. Je suis ce qu'on appelle un marin d'eau douce. Bâbord et tribord, c'est du chinois pour moi. Je fais donc un petit stage accéléré. Première leçon, lever l'ancre. Pas évident. N'approche pas les mains, sinon, dis au revoir à tes doigts. D'accord. Voyons si je suis plus doué pour hisser les voiles. Vas-y. C'est bon, on est parti. Jusqu'ici, tout va bien. Il y a 3 autres passagers à bord. L'Antarctique est leur grand rêve. Professionnellement, l'Antarctique m'intéresse parce que je suis océanographe. Et puis je me considère un peu comme un aventurier. Et c'est une grande aventure. Je n'aime pas la ville. C'est pour ça que j'avais envie de venir ici. Ça a beaucoup étonné mes amis, mais j'aime les endroits coupés du monde. Darrell et Kat sont responsables de notre sécurité. Et je me renseigne sur ce qui nous attend.
En quoi cette région est-elle différente des autres? Il y a plus de vent et de glace, et la météo est incertaine. Le plus dangereux, ce sont les icebergs. Il faut ouvrir l'œil en permanence. En général, les navigateurs ne heurtent pas les gros icebergs, mais les petits de moins d'1 mètre de diamètre. Ce sont des morceaux à la dérive sous l'eau. Ils remontent en surface sans crier gare. C'est à cause d'eux qu'on a des problèmes. Quelles précautions vous prenez avant de venir ici? Je dois anticiper tout ce qui peut mal se passer et prévoir les outils et les pièces de rechange pour tout réparer et nous ramener à bon port, sains et saufs. Après l'île de Coverville, on a 4 heures de trajet pour rallier Paradise Harbor. C'est un endroit loin de tout, et comme je l'imaginais, on est tout seul. Super, à manger. C'est mon premier barbecue antarctique. On a apporté des provisions pour tout le voyage. Et logiquement, on commence par écouler les légumes frais. Pendant ce temps, Darrell a quelques réparations à faire. Qu'est-ce qui s'est passé? En traversant la baie, on a croisé des gros morceaux de glace. L'un d'eux a échappé à notre vigilance et il a fait un trou dans la coque. Je dirais qu'il mesure 3 cm de profondeur. Le revêtement est endommagé. C'est grave? Je vais essayer de le colmater pour empêcher l'eau d'entrer. Je commence à réaliser dans quel genre d'aventure je me suis lancé. C'est génial de se réveiller dans un paysage aussi beau. Ce coin s'appelle le port du paradis et je comprends pourquoi. La glace de l'Antarctique est l'eau la plus pure de la planète. Et sa calotte glaciaire est une usine à iceberg. L'idéal pour visiter le coin, c'est une balade en kayak. Enfin, si j'arrive à enfiler ma combinaison et à rentrer dans mon kayak. Et si j'ai un besoin pressant? Tant pis pour toi. C'est bon, tu es paré? Et voilà, je suis en route. Et dire que je suis en Antarctique, c'est d'un calme, je n'en reviens pas. J'ai l'impression d'être seul au monde. Heureusement, ce n'est qu'une impression. Kat et Karen sont là-bas. Je vais les rejoindre. Me voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Un morceau s'est détaché. Le glacier est instable et commence à se briser. Au milieu du XXe siècle, les glaciers de la péninsule antarctique grandissaient. Mais des études récentes ont montré qu'ils étaient en train de fondre rapidement. Regardez! Ah oui! Le réchauffement climatique est très marqué ici. Quand il y a du soleil, comme aujourd'hui, on voit les glaciers se désintégrer en temps réel.
Là, un autre. On bouge nos kayaks, une vague arrive. C'est un gros morceau. Voilà la vague. Oui, mettez-vous de face. De face? Oui, le kayak face à la vague. Ça fait peur. Il tombe vraiment tout près. Qu'est-ce qu'on fait? Cette vague me fait peur. C'est dingue. Tout le monde face à la vague. Tout un pan de glace vient de tomber. La vaguelette provoquée par la chute de la glace n'a l'air de rien, mais elle pourrait nous faire chavirer. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. On ne survit que 30 minutes dans l'eau. Et encore, c'est avec une combinaison. Il est temps de se remettre au sec. Ce temps clair est idéal pour observer les animaux sauvages. On fait une halte tout près à Neko Harbor. Des manchots papous nichent dans la baie. Ce sont des animaux très sociables, qui vivent en groupe. Sur la terre ferme, leurs principaux prédateurs sont les lapes de McCormick. Ils s'attaquent aux petits manchots qui s'éloignent de leur colonie. Heureusement, leurs parents montent la garde. Là-bas, c'est la pouponnière. Les petits y passent la journée en attendant que leurs parents reviennent les nourrir. Comme ils ont faim, ils sont très agressifs. Ils savent que les adultes rapportent à manger et ils leur courent après jusqu'à ce qu'ils leur donnent des poissons. C'est génial. J'adore voir les manchots nager et revenir sur la plage. On dirait des torpilles. C'est incroyable. Sur la terre ferme, ils sont plutôt lents, mais dans l'eau, ils filent à toute vitesse. Je suis sûr qu'ils adorent nager. On voit des traces partout sur le sable. Un peu plus loin, il y a des manchots à jugulaire. Ils doivent leur nom au trait noir sous leur bec. C'est une autoroute de manchots. Les nids sont en haut de la montagne, parce que c'est là-bas que la neige fond en premier. Après l'éclosion des œufs, les parents descendent jusqu'à l'océan pour pêcher, puis remontent tout en haut pour nourrir leurs petits. Le sol est coloré en rouge et vert à cause des algues. Les parents font l'aller-retour tous les jours. Je les trouve très touchants. Je pourrais passer la journée à les regarder. Maintenant, on traverse le détroit de Gerlach pour entrer dans le canal Neumayer et voir Port-le-Croix, une base britannique.
L'Antarctique n'appartient à aucun pays en particulier. Mais l'Argentine, l'Australie, le Chili, la France, la Nouvelle-Zélande, la Norvège et le Royaume-Uni revendiquent des territoires. Les Russes ont plusieurs bases, comme les Américains à McMurdo et au pôle Sud. Je visite Port Lockroy, une ancienne base militaire reconvertie en musée. Les Britanniques l'ont utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale, puis c'est devenu une station scientifique jusqu'en 1962. On peut y voir une vieille ionosonde. Ce radar examine l'ionosphère, la partie la plus élevée de l'atmosphère. Comme dans tous les musées, il y a une boutique. On peut même envoyer des cartes postales. Regardez comme c'est pratique. Dans la boîte. Le problème, c'est qu'elles mettent 6 semaines pour arriver à destination. Regardez ce globe. L'Antarctique est là. Au niveau de l'embout, c'est le pôle Sud. On voit bien l'immensité de ce continent. Nous, on est ici, sur la péninsule antarctique, à 20 000 km du pôle. C'est pour cela qu'il a fallu attendre le XXe siècle pour que des explorateurs y parviennent. Les deux plus célèbres sont l'anglais Robert Falcon Scott et le norvégien Roald Amundsen. Tous deux sont arrivés au pôle Sud fin 1911. Scott était basé sur la barrière de Ross, tandis qu'Amundsen était plus à l'ouest, dans la baie des Baleines. Après la fin de l'hiver, ils se sont mis en route chacun de leur côté, sans savoir qu'une autre expédition leur faisait de la concurrence. Et Amundsen est arrivé en premier, 35 jours avant son rival. L'histoire de Robert Falcon Scott est tragique, à cause d'un manque de préparation et à cause de la malchance. On le voit sur cette photo avec ses 4 compagnons à bout de force, touchant enfin au but et découvrant un drapeau norvégien et un mot de Roald Amundsen. Scott a commis l'erreur de tirer ses provisions et son équipement tout seul, alors qu'Amundsen, le Norvégien, avait eu l'idée d'utiliser des chiens. Je n'arrive même pas à traîner le caméraman. Pendant que Scott et son équipe se fatiguaient pour rien, Amundsen a rallié le pôle avec 52 chiens de traîneau. En arrivant, son groupe a fait une petite danse, pris la pose pour quelques photos et fait quelques relevés scientifiques avant de retourner sans problème à son navire. L'expédition de Scott n'a pas eu de chance. Elle a souffert d'épuisement et d'hypothermie. Un premier homme en est mort et les 4 autres se sont retranchés sous une tente. L'un d'eux, Lawrence Titus Oates, se savait condamné. Pour ne pas être un fardeau, il s'est éloigné des autres en disant « Je sors, j'en ai pour un bout de temps ». Les 3 derniers sont morts, piégés par le blizzard. J'en ai froid dans le dos. Comme la température nocturne chute à -5, je ne dors que d'un œil. Je retourne à bord du Spirit of Sydney. On va vers le sud, dans le détroit de Bismarck, puis le canal de Lemaire jusqu'à notre destination suivante, Vernadsky, la station scientifique ukrainienne. Regarde ça, c'est fantastique.
En chemin, on croise un groupe de baleines à bosse. C'est génial. Vous avez vu? Elles mangent principalement du krill, de minuscules crustacés. Leur technique est bien rodée. L'une d'elles encercle les proies en faisant comme un rideau de bulles, et une autre arrive par-dessous, la bouche grande ouverte, pour tout avaler d'un coup. On a un planning à respecter, mais quand on a l'occasion d'admirer un tel spectacle, on s'arrête. On ne voit pas ça tous les jours. Je suis sur la base Vernadsky. Jusqu'en 1996, elle était dirigée par les Britanniques et s'appelait Faraday. Ensuite, ils l'ont vendue aux Ukrainiens pour 1 livre sterling. Vous vous rendez compte? Vous avez une base à vendre? J'en prends 2. Regardez ce logo. Vraiment cool avec les petits palmiers. Le prix était symbolique, mais démanteler une base militaire en respectant les consignes environnementales peut coûter cher. Pourtant, les Ukrainiens sont contents de leur achat. Ils sont ici toute l'année pour des recherches scientifiques. Aujourd'hui, je pars en excursion avec des biologistes. Et je dois dire qu'ils ont plus l'air de motards que de scientifiques. Vous voulez les sacs? Oui. Je vais suivre Igor Dikou, qui étudie les phoques de Weddell, l'une des espèces les plus grosses et les plus sympas. Celui-ci est un jeune mâle. Vous les comptez tous les 2 jours? Igor doit recenser tous les phoques, en notant leur âge et leur sexe. Cheese? Vous leur donnez un nom? Juste un numéro. D'accord. Il faut être patient et motivé, surtout par ce temps. Et dire qu'on est en été. Moi, je prends mon rôle d'assistant très au sérieux. Ce sont des excréments frais. J'apprends que les déjections de phoques sont très instructives. Vous en prélevez un échantillon? Oui. Comment vous faites? Comme pour ramasser les crottes de chien? Ah, vous avez une cuillère. Oui. Super. Oui, ça marche très bien. Dans ces excréments, Igor repère des traces de calmars qui vivent à 200 mètres de profondeur. Donc, on sait que ces phoques plongent très loin. C'est une information intéressante. Donc, vous êtes content de votre journée? Oui. Super, c'est moi qui porte le sac. Enfin, on croise un adulte. C'est une femelle. Elle a les yeux rouges. Vous prenez une photo? Oui. Elle vous montre son ventre. Regardez mes taches. C'est cool. Les phoques de Weddell ont chacun des motifs différents sur le ventre. C'est à ça qu'on les reconnaît. On dirait qu'elle dit « Regardez comme je suis belle ». Cette espèce a une particularité. Les coins de ses lèvres sont un peu retroussés, ce qui lui donne l'air de sourire en permanence. Je retourne à la station. Les météorologues travaillent très tard. Au crépuscule, ils sont toujours en train de faire des relevés. On est en février et le soleil se couche à 22 heures passées.
Pendant ce temps, je découvre une coutume locale. En arrivant ici, les Ukrainiens ont ajouté un sauna. Après une journée comme celle-là, je suis impatient d'y aller. Mais pour le plongeon après, j'ai des doutes. Si on m'avait dit que j'allais sauter en maillot dans l'Antarctique, je l'aurais pas cru. J'ai réussi! Tout près de la station, il y a le mont Scott. Après la natation, je passe à l'escalade. On va essayer d'atteindre le sommet à 880 mètres. Il y a une trentaine de sommets de plus de 200 mètres en Antarctique. L'idée de base, c'est de rester attaché. Mon guide d'escalade est Chris Jones, un Australien qui en est à son 8e voyage en Antarctique. Il y a aussi Carl, un scientifique de Vernadsky. On fait une cordée, donc tout le groupe est solidaire, d'accord? Si l'un de nous tombe dans une crevasse, les autres plantent leur piolet pour faire un point d'ancrage dans la neige et vont le sortir de là. Voilà à quoi ressemble une crevasse. C'est un immense trou qui peut faire plusieurs centaines de mètres de profondeur. Mieux vaut éviter de tomber dedans. On a des piolets et des crampons. Avec ça, on ne devrait pas déraper. Si le premier de cordée tombe dans une crevasse, tu lèves ton piolet et tu te couches au sol pour arrêter sa chute. Le piolet doit être comme ça. C'est exactement ça. T'as pigé le truc. Je m'agrippe. Je me sens comme un ninja. À qui le tour? Je suis surexcité. Si je ne suis pas de retour dans 6 heures, dites à ma famille que je l'aime et envoyez un hélico. Juste un détail, il n'y a pas d'hélicoptère de secours dans la région. Les crampons permettent une très bonne accroche. On peut grimper sur des versants très inclinés. Normalement, en montagne, on arrive dans la neige à partir d'une certaine altitude. Mais ici, on y est depuis le début. Surtout, on ne doit jamais oublier qu'on est sur un glacier et que le sol peut céder à tout instant. C'est immense. On ne voit même pas le fond. Je pense à ce qui est arrivé à Douglas Mawson, un explorateur et géologue australien. En janvier 1912, il est arrivé dans un endroit auquel il a donné le nom de baie du Commonwealth. Ensuite, il a découvert des territoires inconnus qu'il a baptisés Terre du roi George V, où il a planté le drapeau britannique. Mais en Antarctique, les exploits tournent parfois au cauchemar. Les ennuis de Mawson ont commencé à environ 500 km de sa base, quand l'un de ses deux compagnons, Belgrave Ninis, qui portait toutes les provisions de nourriture, est tombé dans une crevasse. Mawson a écrit « C'était si impensable que nous n'arrêtions pas de nous retourner en espérant le voir derrière nous. »
Il s'est retrouvé seul avec Xavier Mertz, un Suisse champion de ski qui a fini par mourir d'épuisement, de faim et d'intoxication parce qu'ils avaient survécu en mangeant le foie de leur chien. Pour être plus léger, Mawson a sorti son couteau et a scié son traîneau en deux. Il est retourné le plus vite possible à la base. Il perdait ses cheveux et ses ongles. Il tenait à peine debout. Et quand il est arrivé, il a découvert que son navire était parti quelques heures plus tôt, le croyant mort. Heureusement, 6 hommes étaient restés sur place, au cas où. Ensemble, ils ont passé l'hiver sur la banquise. Je n'arrive même pas à imaginer. Au bout de plusieurs heures, on n'a fait que quelques centaines de mètres, et le temps se couvre. Et il y a toujours des crevasses tout autour. Les plus dangereuses sont celles couvertes par la neige. Même les guides les plus expérimentés ne les voient pas toujours, comme je le constate avec Chris. Mettez-vous à terre. À terre. Zé, à terre. Je ne vois pas le fond de ce trou. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une crevasse. Profonde? Impossible à dire. On peut se relever? Oui. Espérons qu'il n'y en aura pas d'autres. C'est dingue. Chris est tombé dessus par hasard. Elle était cachée par la neige. Il y a des crevasses partout et on ne peut pas savoir quand le sol va se dérober et nous engloutir. Ça arrive même aux meilleurs. Il faut renoncer. On n'atteindra pas le sommet aujourd'hui. Le mont Scott est plus fort que moi, mais ce n'est pas grave. Je comprends mieux ce que les explorateurs d'autrefois ont vécu en Antarctique. C'est un continent impénétrable. D'ailleurs, je crois que c'est ce qui attire les gens. Maintenant, je retourne à Vernadsky. Avant de partir, je vais voir Wardy House, un abri construit par les Britanniques en 1947. C'est un site historique. En 1935, cette maison a servi de base à l'expédition Graham Land, qui était sur place pour étudier la région. Elle a démontré que c'était bien une péninsule et non plusieurs îles, comme on le pensait jusqu'alors. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de ces aventuriers parce qu'ils ont tous survécu. C'était la fin de la grande époque des explorations en Antarctique et le début des voyages d'études modernes. On m'a prêté les clés de la maison. C'est super. Une cuisine, un réchaud, un évier, de la vaisselle, des assiettes et même un téléphone. J'ai l'impression d'être dans l'histoire. Il y a un four, des livres, un vieux journal de bord. Direction le nord. On a une dernière escale dans notre voyage en Antarctique. La station Palmer sur l'île Anvers qui appartient aux Américains. On arrive en fin de soirée, mais on va attendre le matin pour accoster. Elle a l'air plus confortable que les autres stations. Je suis curieux de voir l'intérieur. Les Américains sont connus pour chouchouter leurs compatriotes en poste au milieu de nulle part. Le jour se lève et une surprise nous attend.
Cet iceberg est arrivé dans la nuit et il s'est emmêlé dans nos câbles. Darrell, notre capitaine, essaye depuis une demi-heure de le pousser loin du bateau. Vu sa taille, il pourrait provoquer de gros dégâts. On a peur qu'il se brise et se retourne. On va tout faire pour l'éloigner. Pendant que l'iceberg reste sagement dans son coin, je débarque. J'ai rendez-vous avec un biologiste de la station, Jim McClintock. Il a fait plus de 5 séjours sur place et s'intéresse de près au réchauffement climatique et à ses conséquences. Le plus flagrant, c'est l'évolution du glacier Mare. En 10 ans, je l'ai vu reculer. Depuis les années 60, il a perdu plus de 500 mètres. Un de mes collègues, qui venait ici à la fin des années 70, m'a dit qu'à l'époque, l'arrière de la station touchait presque le glacier. Aujourd'hui, il est loin. Lors de mon premier séjour, en 2001, quand j'étais dans mon bureau, une fois par semaine, j'entendais un grand bruit qui me faisait sursauter. Tout le monde sortait pour aller voir. C'était un bout de glace qui venait de tomber dans l'eau. Aujourd'hui, ça arrive 5, 6 ou 7 fois par jour et personne n'y fait plus attention. Et c'est dû à quoi? On considère que cette région est celle qui se réchauffe le plus vite de toute la planète. Environ 1 degré par décennie. En 60 ans, on a enregistré une hausse de 6 degrés. Quelles sont les conséquences pour la nature? L'exemple le plus tragique est celui des manchots à Delhi. Sur cette île, ils sont passés de 15 000 couples reproducteurs à environ 3 000. En fait, l'air se réchauffe, ce qui, paradoxalement, fait augmenter l'humidité et les chutes de neige. On n'associe pas le réchauffement et la neige, et pourtant, c'est lié. Les manchots ont l'habitude de pondre ici tous les ans à la même époque. Mais il y a un problème quand leurs œufs se retrouvent ensevelis par la neige. Au moment de la fonte, ils peuvent être noyés. Donc, une tempête de neige suffit à tuer toute une génération de petits manchots. En reculant, le glacier Mare a dévoilé la présence d'une île, jusqu'alors cachée par la glace. Elle est au large de la station Palmer et a été baptisée Anvers. Et j'y vais avec Monsieur et Madame Anvers, à qui elle doit son nom. Ceux qui travaillent en Antarctique depuis aussi longtemps que nous finissent presque toujours par donner leur nom à un endroit. Cette tradition concerne les scientifiques comme les Anvers, mais aussi les grands explorateurs. Il y a la côte de Shackleton, le plateau de Wilkins, la terre de Palmer. On trouve aussi des noms de souverains. La terre du roi George V, la côte du roi Léopold et de la reine Astrid. J'avoue que je n'ai pas envie de faire un tour sur les monts lugubres ou la chaîne du comité exécutif. Mais qui a eu des idées pareilles? Vous pourriez proposer l'île Harding. On verra ce qu'on peut faire. Sur l'île Anvers, le comité d'accueil n'est pas vraiment cool. Je suis attaqué par des oiseaux. C'est juste des oiseaux. C'est dingue. Si je veux donner mon nom à une île, je dois travailler un peu. Je peux vous aider? Vous pouvez faire des enregistrements. Je reprends mon rôle d'assistant. Cette fois avec 2 biologistes, Jennifer Bloom et Kirsty Yeager. Faites attention où vous mettez les pieds. Il y a des colonies de pétrels géants qu'on va voir régulièrement. L'équipe étudie les colonies locales. On va mesurer leur bec. La taille des narines est le signe d'un odorat très développé, ce qui est rare chez les oiseaux. Les pétrels géants sont des charognards. On les surnomme souvent les vautours de l'Antarctique.
Les scientifiques les étudient depuis tellement longtemps que les oiseaux les laissent peser leurs petits. Ça donne quoi? 3 kg 100. Ils ont une telle envergure qu'ils peuvent aller à plus de 1000 km au large. Sur la terre ferme, ils sont moins à l'aise. C'est l'une de mes dernières expériences avec la faune d'Antarctique et j'en savoure chaque seconde. Demain, on repart. Dès l'aube, tout le monde se prépare au voyage du retour. C'est le moment de montrer qu'on a retenu quelques leçons de navigation. Tu as le trac? Oui. Moi aussi. Toujours. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas peur ne sont pas assez prudents. En quittant la station Palmer, on a 4 jours dans le passage de Drake, soit plus de 1000 km jusqu'à notre destination finale, le Cap Horn, au Chili. Ce passage est réputé pour être très dangereux. Avant de partir, on consulte les bulletins météo. Il faut éviter les triangles qu'on voit sur l'écran. Ce sont des vents de force 12. Le voyage va pas être de tout repos, mais ça devrait aller. Je vais avoir le mal de mer? Oui, tu as pris tes cachets? Non. Prends-les. Voilà, c'est parti. J'espère ne rien avoir raté. L'Antarctique s'éloigne, je quitte le continent. Quelle expérience! On croise plein d'animaux. On ne voit pas grand monde. On est en paix. Comme prévu, la mer se déchaîne assez vite. On a un vent de force 8. Ça fait 70 km/h. Et ça dure 24 heures. Certains supportent très bien ce genre de conditions. Pas moi. C'est dur. J'ai déjà vomi plusieurs fois et je suis mort de froid. J'ai l'impression d'être à la merci des vagues. Mais je ne peux rien faire. C'est le seul défaut de l'Antarctique. Il faut y aller et en revenir en bateau. Deuxième jour, le temps se calme. Enfin, tout est relatif. J'ai du mal à bouger. Je suis affamé, mais la seule solution pour éviter la nausée, c'est d'avoir le ventre vide. Les médicaments ne m'ont pas avancé à grand-chose. Ils m'ont juste donné de la fièvre. J'avais chaud, puis froid, et j'étais en nage, et j'avais toujours la nausée. J'ai vomi 3 fois. Et je suis de quart.
À bord, tout le monde doit travailler, quel que soit son état. J'en ai pour 3 heures. Bonjour. Quoi de neuf? Surveille les icebergs. On en a heurté plusieurs cette nuit. Ouvre l'œil. Je dois m'accrocher. Cette sangle a une résistance de 2 tonnes. Aucun risque de passer par-dessus bord. Et si je dois vomir? Fais-le sous le vent, sinon tu te vomis dessus. Maintenant qu'on est au large, le bateau est en autopilote. Mais on a toujours des choses à faire sur le pont. Le vent est passé de 25 à 31 nœuds, soit 50 km/h. Il faut réduire la voilure. Tourne l'enrouleur. Combien de tours? 100 ou 200. 200 tours? Ça me donne envie de vomir. Ne mollis pas. Nick, tu me donnes un coup de main? Allez Nick, vas-y. C'est ça le tourisme d'aventure. Troisième jour, le soleil brille. Mais je suis toujours pas trac. Je ne sais pas combien de temps mon organisme va tenir. Quatrième jour, on approche du Cap Horn, où l'Atlantique rencontre le Pacifique. La profondeur de l'eau passe brutalement de 4000 à 90 mètres. Du coup, c'est une région très agitée. Mais aujourd'hui, miracle. Il fait beau, on a presque chaud et j'ai retrouvé mon appétit. Zé, tu es debout. Ça se fête. Terre! Le Cap Horn! Nick aperçoit la terre. Je ne vois rien. Je vais m'approcher. C'est le Cap Horn. Ah oui! C'est la terre! Le Cap Horn! On voit le Cap Horn! On est bientôt arrivé! Voilà, j'ai ajouté mon nom à la longue liste des marins qui ont exploré la région. Bravo à tous! On dit que pour être un vrai marin, il faut passer le Cap Horn. Et le mieux, c'est de l'approcher par le sud et l'Antarctique. C'est l'une des mers les plus impressionnantes du monde et un rêve pour tous les marins. C'est une expérience inoubliable. Victoire! J'y suis allé et j'en suis revenu. C'est un monument à la mémoire de tous les marins morts ici. Il représente un albatros. Quel voyage incroyable! Je suis allé à l'extrémité du globe. Ce qui est bien avec l'Antarctique, c'est qu'il n'appartient à aucun pays. Il est à nous tous. Tout le monde peut y aller et constater que la glace fond et que des espèces sont décimées ou déplacées.
Ne nous voilons pas la face. N'attendons pas que l'eau arrive jusqu'à chez nous. Unissons nos forces pour préserver cet endroit. Sauvons la glace. Sauvons la planète.